Salut l'équipe. Au basket, il n'est jamais bon signe de jouer en marchant. Sauf si on joue en NBA où marcher est de plus en plus à la mode. Un pas, deux pas, trois pas, quatre pas même, peu importe, tant qu'on peut remplir le top 10 du lendemain. À ce rythme-là, les matchs NBA se joueront bientôt sous un chapiteau. Car oui, il est bien là le risque que la NBA devienne un jour les jeux du cirque à laisser des gonzes faire du triple saut sans même qu'ils aient le réflexe de poser le ballon par terre. C'est quoi la suite ? Enflammer des cercles, jouer avec deux ballons, mettre des tigres dans le money time pour un petit peu plus de piment en fin de match. Come on! Alors, à tous les Johnny Cochrane qui me rappellent la règle NBA et le pas zéro, je m'en bats les couilles. Réactionnaire, vieux con, absolument. Et j'assume. J'aime beaucoup trop le basket pour le voir bafouer lui-même ses propres règles. Dimanche, tous les amoureux du basket ont hurlé marcher sur Yanis. Les autres, il faut peut-être mieux regarder Ninja Warriors. Si ces nouvelles règles anti-basket et pro-spectacle marchent pour certains, pour moi, elles ne marcheront jamais. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le Thursday Show avec moi cette semaine dans le canapé. Thomas comme d'habitude et les retours de Tutur, Arthur Sen. Comment ça va les amis ? Ça va super et vous ? Ça va. Impeccable. Arthur, on va tout de suite aller vers toi. On est toujours comme d'habitude très content de t'accueillir. Tu reviens de Dubaï. Comment c'était Dubaï ? C'était très sympa, un peu de soleil, des restaurants, j'ai bien profité, un peu de basket aussi. Ah voilà, c'est là où on voulait évidemment aller puisque tu as vécu là-bas une aventure basket assez improbable. J'aimerais qu'on prenne le temps, avant qu'on aille évidemment de parler de NBA, vous inquiétez pas, je vais vous donner le programme de l'émission et il est très chargé. J'aimerais que tu nous parles un petit peu du basket à Dubaï parce qu'apparemment, c'est un basket très particulier. Ouais, comme tu dis, c'est particulier. En fait, j'arrive le premier jour, je me pose dans l'hôtel tranquillement, je regarde par la fenêtre et là déjà je vois un terrain de basket de ouf, Rocker Park avec les nouvelles lignes, vraiment nickel. Plexi ou pas plexi ? Pas plexi, mais franchement c'était un vrai terrain, vraiment un super terrain. Donc il n'y a pas de vent, il fait beau, donc bon on y va, on va jouer et tout. Et on essaye de jouer. Tu as joué torse nu, c'est important non, pour ceux qui nous regardent. Non, c'est gentil. Et en fait on nous dit que pour jouer il faut aller voir les policiers ou les militaires et donner ton passeport. Donc déjà c'est assez particulier. Et on attend pour jouer, on se demande ce qui se passe. Et en fait, on s'est aperçu que les matchs, ils étaient en 60. Sachant qu'il y avait peut-être 20 personnes qui attendaient, donc un match était 1 heure, alors que normalement, bon, c'est en 11 points. Donc 60, défense de zone obligatoire, pas de défense individuelle. Ben voyons. Et après, il y avait quoi d'autre ? Ce qui était bien, c'est qu'il y avait des gens de partout, beaucoup de Philippins, des Camerounais, des Tunisiens, vraiment des gens de partout, quelques Américains. Et donc 60. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a 2 attaquants et 3 personnes qui sont en défense. C'est un baby-foot en fait. C'est un baby-foot. Donc je comprenais pas de remise en jeu. C'est-à-dire que quand il y a un panier qui est marqué, si tu es en dessous, tu prends, boum, tu peux balancer la balle. Et donc voilà, c'était particulier, mais franchement c'était sympa. Au moins les gens ils aiment bien le basket. Après, je suis pas sûr du coup, pour le coup. Ouais, je sais pas, mais franchement c'était une bonne expérience. Et par contre, on se rend compte que les Asiatiques, donc tous les joueurs qui étaient ressortissants des pays asiatiques, ils sont fans de NBA, ils ont aussi, par exemple, ils kiffent Curry, ils ont le bandeau Curry, le maillot, le short, les chaussettes avec Stephen Curry qui shoot à 3 points, les chaussures Under Armour, pareil pour les Brown, pareil pour Kobe. Donc non, franchement, c'était sympa. Tu disais qu'il y avait des Américains qui étaient un peu choqués. Du coup, on connaît les Américains, on sait qu'ils aiment bien trash talker, ils aiment bien jouer, ils aiment bien la compétition. Et quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu les règles, 60, des gars qui faisaient des marchés de ouf, qui balançaient attaque-défense, ils ont pété un câble, ils étaient en train de craquer, ils étaient en train de s'interpeller. Ouais, bon, vas-y, je crois que je jouerai l'année prochaine. Franchement, c'était marrant. Donc, les Américains, c'était marrant. C'est quoi le pire entre les 60 points et les 2 attaquants, 3 défenseurs ? Franchement, c'est les 60 points. 60 tu peux pas jouer. Bah oui, 60 points, c'est peux pas mieux. jouer. T'arrives à 10h, tu rentres, tu tu rentres chez toi. Tu peux pas jouer. C'est ça, Et tu disais qu'ils étaient étonnés que tu sois français, que tu sois si grand. Ouais, il y a un gars qui est venu me voir, donc je fais un 92 pour savoir. Et du coup, t'as des Philippins qui viennent me voir et ils me disent t'es français et tout. Moi, il me dit comme Gallinari ou Rudy Gobert. Je dis non, Gallinari, il est italien. Et il me dit mais en France, c'est la taille moyenne, ta taille à peu près. Je dis non, faut pas. L'attaque des titans. Ouais, je te jure. À ne pas confondre avec les gitans magiques. Les gitans. Et non, du coup, bonne expérience. Et puis à faire si vous
toute façon, dès que vous avez l'occasion de voyager, franchement, Toujours essayer d'aller jouer au faut basket. toujours essayer d'aller jouer au basket parce Clairement. qu'à chaque fois, tu tombes sur des pépites et des choses un petit peu particulières. Pour ça, on voulait Voilà. que tu nous racontes, parce que c'est toujours intéressant quand tu voyages de découvrir comment ça se passe dans d'autres Ouais, pays, complètement, le rapport au basket. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que dans tous les pays du monde, on joue au basket, et ça, fait. c'est bien. Et ça, c'est bien pour nous, fans de basket. Les gars, on va parler du programme quand même de la journée. Non, pas tout de suite, parce que Tom, cette semaine, Pourquoi mardi, on a lancé un nouveau concept avec la FIBA. Et honnêtement, ça s'est très bien passé. On a suivi et on va suivre Strasbourg au fil des semaines dans la BCL. Et cette première a été plutôt cool. On était ravis de le faire, même si la SIG a perdu en Turquie. On s'est régalé à le faire. Et il y aura un prochain rendez-vous mercredi prochain. Ouais, tu dis qu'on va suivre absolument l'aventure de la SIG. Donc chaque semaine, on va pouvoir commenter sur Twitch un match de la SIG. Et donc dès mercredi prochain, mercredi 20h30, donc juste avant le match du PSG. Donc venez suivre ça avec nous. On pourra suivre donc SIG à domicile à Strasbourg contre l'AEK Athènes, l'une des plus grosses équipes de cette compétition. Ils ont déjà gagné contre Monaco en 2018. Ils ont été finalistes aussi l'année dernière. C'est eux qui accueillaient l'Elite 8. Donc c'est une super aventure. On est très content de cette première. Il y a plein de petits trucs qu'on va changer. Brocky sera encore là pour faire la jonction avec le chat. On aura d'autres invités. On réfléchit à d'autres gars. Donc voilà, en tout cas, on est ravis de tous vos retours super positifs. Et puis surtout, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des remarques, vous avez kiffé certains trucs ou moins d'autres. N'hésitez surtout pas à nous faire un petit feedback. Et puis on essaiera que ce soit encore mieux mercredi soir. Mais voilà, en tout cas, on a un super rendez-vous avec du vrai basket de haute compétition européenne sur Twitch gratuitement. C'est un vrai kiff pour nous. Arthur, toi, le basket européen, tu as un petit coup d'œil dessus? Ouais, je regarde de temps en temps, déjà pour voir certains prospects européens jouer sur ces compétitions et voir ce qu'ils peuvent donner après en Europe. Et puis c'est toujours intéressant. Et il y a aussi beaucoup de joueurs NCAA qui sont sur ces parquets-là. Voilà, clairement. Et donc c'est bien de voir aussi un petit peu comment est-ce qu'ils s'adaptent au Là, il y avait Nick Johnson. Alors, c'est de Arizona. Ouais, Ouais, d'Arizona, exactement. Ouais. Tu vois, Et c'est vrai qu'on- qui a été très fort Qui a été en très Turquie. Et C'est vrai qu'on il a joué à Nanterre aussi, je crois. Ouais, c'est vrai qu'on retrouve Très plein de fort. mecs passés par la NCAA qui n'ont pas eu leur chance en NBA et qui viennent faire les beaux souvent jours. des très Et souvent très forts joueurs. des très forts joueurs. Cette fois-ci, on va vraiment parler du programme de l'émission, les news, un débat sur les Hawks et Trae Young surtout. A-t-il les épaules pour être un leader? Alors pour l'instant, d'ailleurs, Arthur, tu pourrais nous dire, il a besoin un peu de se développer Un aussi. petit peu. Mais en tout cas, dans le leadership, on va s'interroger sur le futur leadership de Trae Young. Peut-il être un vrai leader pour cette équipe des Hawks ambitieuse? Un focus sur les marchés en NBA, on en a parlé, j'en ai parlé un petit peu dans l'édito. Ça a beaucoup fait parler cette semaine par rapport à Giannis Antetokounmpo dimanche dernier face aux Clippers. Marché, pas marché, la règle, pas la règle, l'esprit, pas l'esprit. C'est bien plus simple, c'est bien plus complexe que ce qu'on veut nous faire croire. Donc chacun a sa vision des choses ici et on va débattre un petit peu de ça dans ce focus et on finira par le quiz où je suis tenant du titre après une victoire fantastique grâce à sa fac sur Steve Blake. Tu l'avais vu, Arthur? Non, j'ai pas eu le temps de voir. Ouais, Et Maryland. meilleur passeur de Maryland, 4 ans à la fac. Pop, Steve Blake a gagné. Thomas en est resté bouche bée. Regarde la tête qu'il a. Il a encore le seum. Il est très revanchard. Je suis resté bouche bée parce que j'ai pris un fuck gratuit. Hein. J'avais rien demandé, j'étais là. Écoute, je suis resté sur 4 défaites d'affilée. Il a pris un J'ai pris un tiens. fuck. Bon, Écoute, c'est un concept. Hein. Arthur, tu connais, tu as joué bon, avec moi, normal, tu connais que des fois, normal, dans la joie de la normal. victoire, il y a des gestes qui partent un peu comme ça. Mais on est qu'amour, évidemment. Amour, comme les news. 4 seconds down the three. Hart steps back, fires, that's the game. On est au mois de mars et c'est bientôt le All-Star Game. Du coup, on a pu voir cette semaine la composition des différents concours. On va commencer avec le concours à 3 points où le plateau est plutôt relevé. Cette année, vous allez voir Devin Booker, Zach LaVine, Jaylen Brown, Steph Curry, Donovan Mitchell, Jason Tatum, très bien représenté encore les Celtics, messieurs. Ouais, c'est clair. Un plateau plutôt excitant. Et surtout, quand je vois ça, je vois vraiment 3 shooters vraiment naturels. Je pense à qui c'est qui les trois Je pense shooters à Devin Booker, à Steph Curry et à Jason Tatum. Le reste, c'est des mecs quand même qui ont bossé leur tir à 3 points. Bah tu vois, je suis pas complètement d'accord sur Moi ce non que plus. tu dis. Pour moi, il y a 2 shooters purs, c'est Devin Booker et Stephen Curry. Le reste. Tatum, c'est un shooter un peu naturel, non? Moi, un peu moins. Il a une adresse Moi. un peu moins. Comme Donovan Mitchell. Pour moi, ouais, voilà. Alors, tu vois, ok, on enlève Tatum si vous voulez, mais je vois 2 shooters purs, je vois des autres, des shooters à droit, mais de travail. Ouais. Oui. Oui, aussi. En tout cas, c'est pas leur force principale, comme Stephen Curry et Devin Booker. Je pense que ça va être sympa. Après, Booker et Curry favoris sur 2 tours. Je pense que je pense que s'ils font un bon premier round, ça devrait aller. Ça dépend toujours de la soirée, de la Ouais. veille, parce qu'on rappelle que ça c'est dimanche soir, que toute la soirée, enfin c'est une soirée donc du All-Star Game, pas un All-Star Weekend, ça commencera à minuit et demi avec le meilleur concours,
Celui à 3 points, c'est toujours le meilleur concours. Il y a aussi le Skills Challenge. Mais aussi à noter, c'est que les 6 shooters sont 6 hommes du All-Star Game. Ouais. On n'a pas fait venir d'autres mecs comme d'habitude pour kiffer. Je pense qu'ils vont essayer de réduire un maximum les présences. C'est vrai que c'est le concours sur lequel on est le moins déçu en général. C'est toujours top en fait. À part quand les mecs sont vraiment, tu sais, passent à côté, relou. Genre Paul George à Los Angeles. quoi. Jean-Paul Georges. Antoine Walker. Ou Antoine Oh, Walker. Walker. Ou Michael Jordan. Ou Michael Jordan, qui Qatar, est l'un Qatar. l'un des pires records de l'histoire du concours. Messieurs, un pronostic? Zach Lavine, qui est quand même dans une forme extraordinaire. Donc, Zach Lavine. Mais shooter de série, donc ça peut, Tout ça à peut fait. rouler. Curry pour le combien 105 d'affilée. Ouais. Curry. Moi, je vais aller sur Curry aussi parce que c'est mine de rien, c'est un titre honorifique et j'aimerais bien que le potentiel meilleur shooter de l'histoire gagne le concours à 3 points. Il a pas Et gagné déjà. du tu sens. sais quoi? Et moi, Il a je pense pas gagné. que Non, c'est pas non. Thompson qui l'a gagné. Clay, c'est sûr. J'ai un Clay. doute, je sais plus. peut-être il a gagné, je sais pas. Et moi, je pense que c'est important pour Stephen Curry parce que ça pèse dans une carrière pour classer les meilleurs joueurs all-time. Ça peut Ouais, faire une ça, différence. je suis assez d'accord Je avec pense ça. que c'est à prendre pour C'est vrai Stephen que Curry. Jojo, on comme a- il a on a- gagné, eh ben, on le met Oui. deuxième. Hein. Alors, non, dites-nous dans les commentaires, puisque alors aujourd'hui on est à Webby, Ah ouais, on n'a ouais. pas le net, donc je peux pas vérifier. Mais, Oui, c'est une catastrophe. mais je crois que hein. Klay Thompson l'a gagné. Je suis pas sûr. Klay que Thompson, Steph c'est Curry- sûr. Curry, j'ai la sensation qu'il a gagné une fois. Ah bah écoute, Bon, après. heureusement que c'est pas au quiz. Hein. Ensuite, le concours à 3 points, le concours de dunk, évidemment, avec un plateau de. Certains ont dit no name, c'est un peu sévère, mais un plateau, pas le plateau le plus excitant, mais j'ai envie de dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de. On est souvent déçus quand il y a des gros noms, et on est souvent agréablement surpris quand il n'y a pas de gros noms. Cassius Stanley, Obi Toppin et Anthony Simmons. Alors Obi Toppin, on sait que c'est un juteux de fou. Cassius Stanley, ceux qui ne le connaissent pas, qui est passé par Duke. Attention les yeux, les gars. C'est mon poulain pour ce concours. C'est Jean-Michel Juteux, on l'appelait dans son village. Et Anthony Simmons, et là j'ai été. Moi aussi surpris. Ouais, J'ai moi été un aussi. peu surpris, je savais qu'il en mettait quelques-uns. On a quelques images de lui. Je ne savais pas qu'il avait le nombril au cercle, tonton. Oh, il est. Enfin, moi aussi. j'étais étonné, hein, mais je pense comme tout le monde. Heureusement que cette petite vidéo a tourné pour nous montrer combien en fait il peut gagner en fait le gars. Hein. Nous on pensait que c'était un combo shooter, tout ça, mais non en fait c'est aussi un gros dunker. Donc voilà, ça va être cool de toute manière. Le concours de dunk, on s'en fout des noms. Moi je veux voir des Ils sont gros dunks. 3. Le fait qu'ils soient 3, ça va réduire réduire un peu les échecs. Et Anthony Simmons, pour revenir sur lui, moi je le voyais plus comme un CJ McCollum, smooth, shooter, délié. J'ai été très surpris quand Tom Tiaravino m'a montré la vidéo. J'ai fait ah ouais d'accord, ok. Donc je comprends mieux pourquoi il y est. Après, souvent pour les gars hyper juteux comme ça, c'est difficile de s'exprimer en match, En match. et de voir leur détente verticale, à moins qu'ils aient vraiment une contre-attaque. Donc, ouais, moi aussi, ça m'a vachement Oh la étonné. vache. Oh, il fait kiffer. Arthur, toi qui as gagné 3 concours de dunk pour le comité du 92, tu peux nous Ouais. expliquer comment on prépare un concours de dunk? Je sais pas, franchement, honnêtement, je pense Il y que avait c'est une grosse compliqué. Hein. concurrence aussi. Hein. Obi Toppin ne pouvait pas venir ce jour-là, je crois. Non, mais je pense que c'est pas évident hein, pour la gestion des matchs, surtout que la saison est resserrée. Il y a 72 matchs sur moins de temps. Ça demande de l'énergie, même pour se préparer. Je pense que ça demande de l'énergie au-delà de l'imagination et de ce qu'ils sont capables de Parce faire. que ça s'improvise pas. Hein. Ça s'improvise pas. Donc franchement, bon alors, après pour Cassius Stanley, il joue pas énormément, donc lui il a le temps de le préparer. Mais en tout cas, je pense que c'est pas facile à préparer. En tout Puis cas, après, il y a un autre truc, c'est que tu vois, les gros dunkers comme ça, toute leur vie, ils ont fait des concours de dunk, tu sais, au lycée. ouais, ils ont leur à la temps fin, favori. les autres, Tu Ouais, connais, tu connais après les entraînements. ouais. Allez, Cassius, va nous mettre un 3-6. D'accord, on connaît. À tout niveau, ça existe. C'est pas leur premier concours de dunk. Donc, oui, tu as raison. Et nous, on espère voir des choses qu'on n'a jamais vues. C'est toujours très difficile. Donc, on va espérer surtout des premières tentatives passées. Ouais, et, voilà, puis, c'est ça. et puis voilà, c'est comme ça que la hype d'un concours de dunk, le Zach Lavine, Aaron Gordon, il est fantastique. Pas parce que c'était des superstars. À l'époque, ça l'était pas du tout. Parce qu'en fait, la gamme de dunk et la réussite des dunks, elle était de très haut niveau. Après, il y a un paramètre qu'il va falloir prendre en compte, c'est le fait qu'il n'y ait pas de public. Exactement. Et ça, franchement, Ça va être relou si pour c'est les, applaudissement, ouais, hein. parce que pour les dunkers, ils ont besoin de ressentir l'énergie Ouais, c'est vrai. de la foule et tout, donc ça peut peut-être être particulier. Tout à fait. Info du coup, Steph Curry avait gagné en 2015. Bon, très bien, mais j'aimerais bien qu'il fasse un doublé pour Voilà. le potentiel meilleur shooter de Regardez. l'histoire. Regardez, Un favori, moi je l'ai dit, pour moi c'est Cassius Stanley. Ouais, moi j'y mets Obi Toppin. Ouais, que Stanley aussi, parce que Stanley. On est raccord pour l'instant, Tutur. Est-ce qu'on va être raccord aussi sur le Skill Challenge où on a vu que. Les grands sont représentés. Ouais, que les grands sont représentés. Comme toujours. C'est toujours vrai, mais ça me fait. Enfin, de 3-4 ans maintenant qu'il y a des grands. Il y aura ici Luka Doncic, évidemment. Si on peut avoir la petite illustration. Chris Paul, donc Luka Doncic, Robert Covington, why not, Julius Randle, Damantas Sabonis et Nikola Vucevic. Moi, j'arrive jamais trop à me projeter sur ce concours tant c'est. Ouais, tant il faut mettre le Ça veut il faut rien mettre dire le pour panier. moi. Le plateau, il veut rien dire.
Robert Covington, j'ai pas compris. Hein. J'ai pas compris Robert Si Covington. on commence à mettre des trending dans les trucs de bon, voilà. Moi, J'ai rien à dire de très. Écoute, bon, passons. Écoute, on regardera, c'est dimanche soir en tout cas. Alors, on a vu les concours du All-Star Game, on a vu aussi les maillots et qu'on fait beaucoup parler. Alors, Tu m'étonnes. moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai pas compris. J'ai trouvé ça plutôt cool. Alors, ces maillots-là, simples et efficaces, et surtout le jaune et le bleu qu'on fait beaucoup parler. Et ça s'explique parce que cette année, l'All-Star aurait dû avoir lieu à Indianapolis, et on sait qu'Indianapolis, la couleur des Pacers, époque Reggie Miller, c'était un bleu roi comme ça, Tout à fait. avec du jaune. Donc, il y avait un petit rappel historique aux Pacers. Moi, je les trouve plutôt cool, ces maillots. Non, pas vous? Non, moi, j'aime pas du tout. On Catastrophe, dirait, carrément. Catastrophe. on dirait Sochaux-Montbéliard. Ah, complètement, c'est le FC Sochaux. Si, il a raison. C'est Sochaux, on dirait. Bah, Pierre-Alain Froy est sélectionné, c'est peut-être Teddy- pour ça. Teddy Richard derrière. Non, Ouais. mais. Teddy Ouais. Richard, t'as dit Ouais, Richard. Teddy Richard. J'étais pas loin. Non, mais franchement. Michael Isabelle, Michael Isabelle, Pedretti, Pagis, la famille Pagis, la famille. Pardon. Pour des maillots All-Star, franchement, je trouve ça hyper juste. Alors, je comprends qu'on veuille rendre hommage avec même les maillots City qui existent actuellement, mais je trouve que c'est complètement en décalage et tu enlèves All-Star, tu mets un autre truc. Limite, on dirait pas des maillots de basket, quoi. Donc, franchement, Simpliste. ouais, voilà. particulier. Et du coup, bon, ça a été changé en cours d'année. Il paraît qu'ils vont même pas être commercialisés, ceux-là. Donc, on a peut-être pu trouver autre chose. Hein. Enfin, voilà. Après, on regardera quand même le All-Star Game avec plaisir. Hein, mais bon, Je vous trouve très sévère, les amis. Ouais, Je vous mais- le dis tout de suite. Mais je crois que t'es le seul en France à Bah, dire qu'ils sont cool. Hein. possible. Mais quand je vous vois, c'est moi le mieux sapé, donc c'est moi qui ai le plus de goût. Voilà. Appelle-moi Christina Cordulo. On enchaîne avec Cocorico, un French Corner. On va parler des Français, puisque les Français s'illustrent pas trop mal cette semaine. On va commencer avec Théo Malédon. On va rester un petit peu aussi dans le contexte du All-Star Game. Le Rising Star, pas le Rising Star, le match des. C'est le Rising Star Challenge. ouais. N'aura pas lieu. Par contre, ils ont quand même fait une liste. Et Théo Malédon est dans l'équipe World. Vaut mieux, hein. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et par contre, c'est vrai qu'on est un peu rassuré que le match n'ait pas lieu parce que honnêtement, alors, on est très content de voir Théo Malédon dans, Ouais. dans la sélection monde. Par contre, je pense qu'il n'y aurait pas eu match. Hein. Ce serait fait désosser. Hein. Il y a quand même un écart là. Ah, de entre- niveau, bah, alors, c'est surtout l'équipe américaine qui a vraiment énormément de gueule. Bah ouais. Non mais tu as raison. Alors, bravo à Théo. D'abord, c'est la première des choses à dire. Difficile d'imaginer avant la saison, après avoir été drafté au deuxième tour, tout ça, on en a déjà beaucoup parlé. Il a assuré et il mérite complètement sa place. Donc bravo à Théo Malédon. C'est comme ça aussi qu'on se fait un nom, j'ai envie de te dire, en NBA. Il a du temps de jeu. Il assure avec OKC. Voilà, c'est une équipe agréable à voir jouer. Donc il va rejoindre les petits Français qui ont fait le Rising Star Challenge. Donc on est ravis pour lui. Franck l'avait fait. Rudy. Rudy l'avait fait absolument. Il aurait dû être MVP d'ailleurs. Ouais, Ouais, c'est clair. Donc voilà, bravo à Théo. Maintenant, par rapport à ce match-là, gros, c'est qui le meilleur joueur de la Team World Je sais même pas qui. Rui Hachimura, Campasso, RJ RJ Barrett, RJ allez. Barrett. RJ Barrett, gros, il a à peine sa place dans notre équipe. Hein. Ouais. Allez, j'abuse C'est un peu presque. dur. Mais dans l'idée, mon gars, Ouais, non, je suis d'accord. tu vois, c'est. J'avais pas remarqué. Hein. Alors, mon gars, je sais pas, t'enlèves qui Anthony Edwards, Non, Keldon non. Johnson Hein. Les autres, je les enlève pas pour RJ Barrett. Bref, donc tant mieux, il n'y ait pas ce match. Mais c'est une bonne idée sur le papier, en fait, cette confrontation entre USA et le reste. Mais il faut que ce soit équilibré. Parce que sinon, non, mais après, c'est un All-Star. On sait très bien que ça aurait été beaucoup plus équilibré que ce que ce n'est. mais sur le avant, c'était papier. première année contre deuxième année. J'aimais bien, moi, ça aussi. Ouais, Hein. c'est vrai. Ouais, moi aussi. Il y je avait, suis d'accord. il y avait une rivalité Ouais, naturelle. qui se de mettait. génération, quoi. D'année de draft. Voilà. D'année de draft, ouais. Clairement. Toujours. On enchaîne avec un autre Français qui, lui, est rookie, mais qui ne sera pas au Rising Star Challenge. Mais c'est Kylian Tilly qui a mis ses premiers points face à Ouais. Houston. Et on est ravis pour Kylian qui rentre petit à petit dans la rotation des filoche. Grizzlies. Voilà, une petite filoche. On sait que c'est sa qualité première. Donc très bien. On est ravis. On suivit un petit peu son évolution. Et là, on est content de le voir sur le parquet. Il a été blessé. Il a été blessé au début de saison. Donc voilà, Les les dernières Grises, années. voilà, et souvent, c'est un peu de famille, les blessures malheureusement jeunes. Mais voilà, en tout cas, Kylian rentre dans cette rotation. Premier match, premier tir extérieur, hop, il marque, Filoche. filoche. C'est ce qu'on voulait voir. On est très content pour lui. Tu me disais juste avant l'émission que son Kim. frère Kim joue au Japon en ce moment. Pour ceux Tout à qui fait. se demandaient, l'ancien international passé par l'Olympiakos et Vitoria Vrai gars, notamment. donc. Hein. Vrai gars, oui, vrai joueur. Monaco Donc il est au Japon en ce Ouais, moment. Monaco. Ouais. Donc, voilà, pour ceux qui voulaient l'info. On enchaîne avec Axel Toupane, notre ami Axel Toupane, qui lui n'est pas en NBA, mais en tout cas qui tape fort à la porte. Il est dans la bulle de la G-League et honnêtement, Axel, il régale par les stats et par la manière aussi. Il nous a fait une petite Jamal Crawford de cette saison qui a fait le tour des réseaux sociaux comme un Axel. Wouhou, ok. Nice. Et on a vu même Jamal Crawford qui a répondu avec un tweet, tout ça. Honnêtement, il fait des stats, on va le voir en tableau, mais par la manière aussi, ça marque un peu les esprits de dire que voilà, qu'il y a un mec qui a beaucoup de temps de jeu, qui marque des points, que dans ce rôle de défenseur, qui peut aussi marquer des paniers. Axel, honnêtement, pour l'instant, montre qu'il, lui, si on l'appelle pour jouer NBA, il est prêt.
Complètement. Moi, je trouve qu'il a complètement le profil en NBA et dans la NBA moderne en 3&D. Il est capable d'être à droit à 3 points et de défendre sur à peu près n'importe qui. Il n'avait pas trop eu sa place, je crois que c'était à Denver. Il a pas eu trop eu, on lui a pas trop donné sa chance, alors qu'il donnait des bonnes minutes. Et moi, je suis persuadé que au-delà des Warriors, il pourra toujours dépanner dans une team NBA, même une team qui peut jouer les playoffs. Il pourra toujours dépanner, donner des minutes, donner des certitudes à son coach. Et j'espère qu'il aura sa chance. Hein. Il a quand même cette qualité, Axel, de jouer sur ses forces, c'est-à-dire fort en défense, discipliné, attaquant très correct. On le voit, marqué quasiment 17 points dans cette équipe où il y a quand même beaucoup de scoreurs aussi. Hein, dans l'équipe de D-League, il y a Jérémy Lin, il y a Nico Magnon, il y a quand même des bouffeurs de ballon. Il arrive quand même largement à s'en sortir. Donc c'est aussi le gros avantage d'Axel, c'est on sait ce qu'on prend et on sait ce qu'on va avoir. Il ne va pas s'inventer une vie. Tout à fait, mais c'est bien que ce soit chez les Warriors. On sait qu'il avait fait le training camp, il avait été blessé. Ouais. L'effectif des Warriors, il y a des profils ailiers comme ça, mais très peu de vrais défenseurs, même si Toscano, en tant qu'arrière défenseur, là, est en train de s'imposer. Il aura sa chance. Ouais, il y a Bazemore, effectivement, mais tu vois, dans les jeunes joueurs et tout, il aura sûrement sa chance et il faut qu'il continue à bosser comme ça. D'ailleurs, il y a quelques joueurs de G-League qui commencent à être appelés dans les équipes NBA, donc je suis sûr qu'Axel aura sa chance. On sait que ça va vite. Hein. Ça peut aller tu vite. peux te faire appeler en NBA comme ça, le soir même, tu n'es pas prêt, on t'appelle, tu fais ta valise, tu nous rejoins. C'est tout le mal, en tout cas, qu'on souhaite à Axel Toupane, qui le dit dans des interviews aussi, il joue le titre, il est très concentré sur la G-League. Quand je parle, je textote un peu avec lui, il est très concentré sur la G-League, ils ont envie de gagner, d'être champion de G-League aussi, hein, qui devient un titre de plus en plus honorifique. Tout à fait. On enchaîne avec Franck Ninikina et on est content. Enfin, Franck retrouve le terrain. 4 matchs depuis une grosse semaine, avec notamment une petite perf à 13 points. On l'a vu face aux Spurs malgré la défaite. Et donc Franck, on le voit, qui prend des minutes, 23 minutes, 11 minutes, 13 minutes et 24 minutes. On est content et surtout rassurer les gars de voir Franck. Ouais, c'est vrai qu'il a mis du temps à se remettre de cette petite blessure. Je pense qu'ils n'ont pas pris trop de risques au genou, absolument. On l'a vu aussi dans un Mo Item faire une interception en fin de match et mettre de lancer. Voilà, c'est une remise en route. On imagine tous que Franck vit ses derniers mois du côté de New York. C'est important quand même de rehausser un peu sa cote parce qu'elle est très basse en ce moment. Et on a toujours cette certitude que dans un système et dans un environnement plus propice à son jeu et à ses qualités, il pourra s'éclater un jour en NBA. Donc c'est important sa remise en route là. Non, je suis assez d'accord. Je pense que même si tu dis que sa cote est basse, il a quand même une valeur marchande parce que sur ses premières saisons, il devait jouer une vingtaine de minutes. Il a toujours fait chier les meneurs adverses et ça a toujours été reconnu. Après, par contre, j'ai pas été trop d'accord avec certaines de ses déclarations où il disait la seule chose que j'attends, c'est pouvoir montrer ce que je suis capable de faire. Je pense que sur les 3 premières années, il a eu énormément d'occasions de le faire. Il n'a pas toujours saisi sa chance. Il a eu plusieurs coachs, plusieurs contextes. Donc voilà, je dis pas que c'est trop tard, mais en tout cas, il va falloir qu'effectivement, il trouve un autre contexte, une autre équipe sûrement pour pouvoir jouer plus et s'épanouir, mais il ne lui restera pas non plus énormément de chance. Oui, c'est c'est la fenêtre est réduite. La fenêtre se réduit quand même, exactement. Et on finit ce tour du French Corner avec l'annonce de la semaine. On le savait, c'est devenu officiel cette semaine. C'est Joachim Noah qui prend donc sa retraite. Et honnêtement, juste comme ça rapidement, on fera une vidéo sur Facebook Watch pour parler un petit peu plus longuement de la carrière de Joachim Noah. En un mot, Joachim Noah, les gars. Vrai gars, un cheval flamboyant contre Boston, une énergie dingue, une belle qualité de passe, un tir hors du commun, j'ai envie de te dire. Mais un vrai gars qui, mine de rien, a bien représenté la France, malgré l'interférence avec l'équipe de France. Bref, c'est un autre débat, mais une grosse carrière. Et jusqu'à ce que Rudy Gobert le dépasse, la deuxième meilleure carrière pour un Français en NBA. Donc voilà, vrai gars. Pas grand-chose à dire de plus, du kiff. Et puis ça fait plaisir de voir un Français qui a taffé en NCAA comme ça. Ouais. Parce que 2 titres, on sait comment c'est difficile. Après, il avait une équipe de ouf. Mais, un titre de MOP aussi. Hein, franchement, superbe carrière. Franchement, quand on regarde, pas super longue, mais super remplie, très 13 ans, mais les 5 dernières années. Voilà, court quand même. T'as presque joué autant en NBA que lui sur les 5 dernières années. Hein. Ouais, pas loin. Pas loin pour la. Moi, je dirais passion. C'est passion for the game. Parce qu'il avait ce truc-là, tu sais, ça me faisait. Alors, c'est très privé joke, je veux dire. Il me fait penser à Yanis Periak. Dans cette passion, le mec qui rentre sur le terrain par son énergie, par son envie d'aller de l'avant et tout. Il emmène tout le monde avec lui. Cette passion pour le jeu comme ça, il a toujours fait kiffer. 2 fois All-Star, meilleur défenseur de l'année. Voilà, on l'avait découvert avec Florida. On l'avait découvert avec Florida en NCAA. C'était le seul Français au NBA First Team. Vraiment. Ouais. Donc bravo à Joachim pour sa carrière. On termine avec James Harden qui aura, donc ça a été la déclaration de cette semaine aussi, qui aura son maillot retiré à Houston.
ce qui est normal. Je trouve que l'annonce, elle arrive un peu trop tôt. Voilà, vous voyez, James Harden sera pour toujours un Rocket et nous retirerons évidemment son maillot. Le succès qu'il a apporté ici pendant 8 ans et les souvenirs qu'il a procurés à nos fans et notre communauté, c'est remarquable. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que c'est un peu trop tôt. Il est parti il y a 3 mois. Dans des conditions un peu compliquées. Un mois, même un et demi. Hein. Ouais, voilà. Donc, vas-y, laisse-le un peu, laisse-le faire son truc honnête. Reconstruisez-vous côté Rockets. Et je suis tout à fait d'accord que oui, James Harden mérite d'avoir son maillot retiré aux Rockets, mais c'est un peu trop tôt pour l'annoncer. Je trouve qu'on est trop pressé aujourd'hui en ce moment. C'est Monsieur Fertitta, le propriétaire, il disait ça parce que James Harden revenait à Houston pour la première fois. Ils lui ont fait une petite Victoire, triple double. tribute vidéo. Oui, en fait, tu as raison, il le sera. Je pense qu'il n'y a aucun débat, en fait. Par rapport à tout ça, quand il y a un MVP qui est sous ton maillot, tu mets son maillot en haut, tu vois. Même si la fin de l'histoire, elle est un peu dommageable. Bon, bah voilà, le timing est chelou. T'as raison. Laissons un peu le temps au temps, tranquille. Puis quand il reviendra en 2 ans, tu l'annonces. Ça fera une belle fête. Bon, bref. Je savais pas que le proprio avait annoncé qu'il allait retirer le maillot. Ouais, effectivement, c'est un petit peu tôt. Mais bon, après, voilà, comme vous dites, voilà, 2e meilleur marqueur all-time, 2 fois finale de conférence. Voilà, qu'est-ce que tu veux. Pour moi, il y a zéro débat. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous pensez que c'est normal que le maillot de James Harden soit retiré. Moi, je trouve que c'est normal. Le problème, on n'oublie pas qu'il y a 2 mois, il voulait plus jouer pour cette équipe. Il a boycotter le camp d'entraînement, boycotter un peu le début de saison. Bon, laisse un peu les choses se tasser. C'est comme dans une rupture de couple. C'est comme dans une rupture. La comparaison qui manquait. C'est comme dans une rupture de couple. C'est 2-3 ans après que tu te rends compte que tu te rappelles que des bons moments. Voilà. Un truc, quelques mois après la rupture, tu penses qu'au mauvais moment. Laissons un peu de temps. Est-ce qu'il n'enverrait pas un petit SMS après cette émission? Non, je sais pas. Pas du tout. J'ai Si tu regardes, une question. un truc dans le chat. J'ai plus son numéro, donc je peux pas. Il y avait marqué 29 points de moyenne sur 29,6. C'est la moyenne sur ces 8 ans. Bah oui, en même temps. Il est à 35. Et puis on rappelle. Qu'est-ce qui a fait ça sur 8 ans dernièrement? Il n'y a personne. Pas grand monde. Peut-être KD. Non, KD, non, jamais à 29. Et puis on rappellera que c'est ces Rockets-là, avec Chris Paul, qui ont été les plus proches de taper les Warriors au complet. Oui, à part Cleveland, quand même, qui les a battus. Non, mais avec Durant et tout. Quand Oui, pardon, oui. Voilà. Oui, d'accord. 2018. D'accord. Oui, pardon, excuse-moi. Bref, on finit avec cette dernière hausse pendant que Thomas me met le doute. Non, mais en fait, j'ai compris ta technique. Tu es en train de me mettre mal à l'aise pour me battre au quiz. Ça ne sera pas le cas parce que je suis un vrai professionnel. Regardez, comme un professionnel, je vous annonce, on enchaîne avec le débat. On va parler de Trae Young et des Hawks. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. Lloyd Pierce n'est plus le coach des Atlanta Hawks, viré cette semaine, avec pas mal de rumeurs d'ailleurs. Et donc, forcément, on est déçu un petit peu de ce début de saison des Hawks, qu'on attendait au moins dans le top 8, avec autour de Trae Young une équipe qui avait été plutôt bien construite. On va y revenir. Finalement, la mayonnaise n'a pas spécialement bien prise et Lloyd Pierce en a fait les frais, viré. Et on va avoir plein de déclarations, parce que ce qui est sorti après cette annonce, c'est que Lloyd Pierce et ses jeunes joueurs, c'était pas l'amour fou, Thomas. Ouais, il y a eu une claire rupture dans l'effectif avec le coach. Le soutien des joueurs. Il aura son meilleur retiré, Lloyd Pierce, par contre. Pardon? Il aura son meilleur retiré à Atlanta, Lloyd Pierce. Le soutien des joueurs, pas seulement Trae Young, a fini par diminuer. Plusieurs d'entre eux voulaient du changement. La relation difficile entre Young et Pierce a été un facteur indéniable de son licenciement. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut insister. Il y a des incompréhensions sur des fins de match où en fait Lloyd Pierce a fait le choix par exemple de ne pas faire jouer Trae Young ou de faire la remise en jeu à Trae Young plutôt que lui donner les derniers ballons. Raison par raison. On connaît ça. Hein. Quand tu dis un que mais fais la remise en jeu. Ouais, fais un remise en jeu. Tu sais que c'est que t'as pas envie qu'il prenne le tir. Hein. Exactement. Donc des incompréhensions qui ont été essayées d'être un peu gommées là au début de la saison parce que ça date de il y a quelques années déjà, il y a quelques mois. Une incompréhension qui a été discutée après le training camp. Ils ont essayé de mettre les choses à plat. Ils avaient quand même, et tu l'as dit, de gros espoirs et beaucoup d'ambition pour cette saison-là, avec un gros recrutement, beaucoup d'argent lâché pendant la off-season. Donc voilà, il y a aussi une réalité, c'est que quand tu regardes les matchs des Hawks, il y a des choix qui étaient difficilement compréhensibles. Et c'est le premier fusible, mais c'est vrai que lorsqu'il y a une réelle rupture entre un vestiaire, même s'il est très jeune, même si parfois il y a un peu des boulards, et un coach, bah oui, il faut qu'être le coach. À tout niveau, ça me paraît évident. Arthur, quand on a une équipe jeune comme les Hawks, comme ça, et qu'il y a une rupture nette comme ça avec un coach,
C'est logique de se séparer de ce coach. C'est logique, à moins que le coach, ça soit une institution à la Popovic, ou, voilà, mais il n'y a que 2-3 coachs qui peuvent se permettre de faire ce genre de choix-là. L'histoire des remises en jeu, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais il se tire une balle dans le pied en faisant ça. Tu as ton meilleur scoreur, l'avenir de ta franchise, tu as tout fait pour lui, alors tu peux ne pas être satisfait du bilan collectif, etc. Mais tu ne lui fais pas faire la remise en jeu ou tu ne le mets pas sur le banc. C'est pas possible. On peut critiquer ce choix-là, mais aujourd'hui, la NBA, c'est la réalité d'aujourd'hui. Les stars, elles doivent être sur le terrain à la fin du match. Les stars, elles doivent prendre les derniers tirs. Et c'est les stars qui doivent faire que le match, il est gagné ou il est perdu. Donc à partir de ce moment-là, c'était sûr et certain que ça ne pouvait pas le faire. Un jour, à terme, ça ne pouvait pas. Alors, nous, on est en train de dire que c'est à peu près normal cette éviction. Popovic, par contre, est monté au créneau, lui qui a pour assistant Lloyd Pierce avec Team USA et qui, comme souvent, les coachs entre eux se sont défendus, Tom. Tu peux prendre la Ouais, vas-y, prends-la parce que sinon, je vais la prendre. On ne peut pas passer à côté de personnes comme lui. C'est comme rater un très bon joueur à la draft. C'est le genre de personne autour duquel on peut construire une identité. Bah, alors, Popovic, nous, on l'entend complètement. ça. moi, je l'aime bien, Popovic, ce qu'il dit, mais quelle est l'identité, finalement, de cette équipe-là avec Lloyd Elle a Pierce? beaucoup changé. Moi, c'est j'ai vrai, trouvé qu'elle a beaucoup changé. On va revenir d'ailleurs sur la genèse de cette construction des Hawks autour de Trae Young, où on s'est clairement inspiré de la construction des Warriors. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours bien de s'inspirer de ce qu'ont fait les Warriors il y a 5-6 ans dans le basket aujourd'hui, qui a changé, où finalement on a remis les grands un petit peu aussi au centre des débats? Donc voilà, c'est un petit peu une interrogation qu'il faut avoir. J'aimerais qu'on revienne quand même sur le bilan des Hawks cette saison. Sur leur dernier match, ils restent cependant sur 2 victoires. Avec Nate McMillan qui est arrivé. Avec Nate McMillan qui est arrivé, ils restent sur 2 victoires d'affilée, mais ils sont quand même loin des espérances. Qu'est-ce qu'on attendait des Hawks en ce début de saison, les gars? Une place en play-off. Moi, je peux le dire, ouais, une place en play-off quand tu vois la conférence Est. Alors, ça s'est renforcé voilà, avec certaines équipes, certains joueurs, mais il n'empêche que la réalité de la conférence Est aujourd'hui fait qu'avec l'effectif qu'on avait au début de l'année, moi, j'ai pas fait les prévus avec vous, mais moi, ils étaient clairement dans les playoffs. Et là, on est à mi-saison, il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais là, ils sont même pas encore dans la, ils sont même pas dans, Non, ils sont à la course au play-in pour choper la dernière place. Donc, Ils sont 11e aujourd'hui avec leur bilan de 16 c'est compliqué. On est déçus. Alors, bien évidemment, il y a eu des blessés, mais on connaît la conférence S. Il y a des équipes qui sont devant. Je suis désolé, mais voilà, quand tu vois l'effectif, même avec des blessés, tu vas être devant certaines équipes qui sont sur le tableau. On avait la même sensation. Ah oui, Nous, oui, on pensait complètement. qu'au vu du recrutement, des choses qui se mettent en place, de la hype de Trae Young aussi, et de ce qu'on l'a vu faire ces 2 premières années, pour nous, c'était l'année pour aller décrocher une place en play-off. On ne dit pas d'aller en finale de conf et tout, d'aller en play-off pour la première fois. Ouais, mais moi, je suis complètement d'accord. C'était l'année, enfin, où Trae Young devait amener ses Hawks en play-off, à minima. C'était l'année où je vais apprendre à être un leader. Et c'est pour ça qu'on veut faire ce débat, surtout maintenant qu'on a mis là, un petit peu le contexte des Hawks. Je trouve que cet été, il y a eu un travail qui a été fait plutôt malin sur l'arrivée de certains joueurs. On a un tableau là-dessus. Il y a eu des efforts financiers qui ont été faits pour entourer Trae Young. Et quand je vois jouer Trae Young cette année, je trouve que par sa qualité de passe, par le fait qu'il soit très fort sur pick and roll, je trouve que l'entourer de je dis n'importe quoi, de Capella par exemple, de shooter aussi dans les côtés. Donc ça, c'est très intéressant. Il est sur du pick and roll où il peut aller chercher des alley-oops. Il adore mettre des caviars dans les corners. Je trouve que l'équipe avait été plutôt cohérente, mais on va voir. Donc là, on voit les arrivées, mais on va voir qu'il y a aussi un truc qu'on ne peut pas enlever, et Arthur, tu l'as dit, c'est les blessures. Non, c'est sûr. Là, tu mets en avant le travail de Travis Schleck, qui est donc le GM. À ne pas confondre avec... Non, qui est le père d'Andy Schleck. Oh non, pardon. non. T'avais pas capté. Non, mais depuis que tu l'as placé, moi j'essaie de placer des trucs un peu pour Roue Libre. Abonnez-vous, d'ailleurs, Roue Libre pour les fans de vélo va bientôt revenir la semaine prochaine. Je sais, Polo, que tu es content et que tu rougis en régie. Eh bien voilà, je l'ai placé. Merci. Voilà, je suis content. Il a dit merci. Oui, Travis Schleck, donc le GM ancien des Warriors, quand il est arrivé du côté, dans le projet d'Atlanta, il a dit directement, je veux mettre en place ce qu'on a réussi à faire avec les Warriors, du coup, avoir Trae Young. Donc ils ont fait un pas sur Luka, ils sont allés chercher Trae Young qui a donné des garanties, je trouve, d'un point de vue individuel dans les statistiques, le fait qu'il a eu au Star Game, on voit justement depuis 2017 et son arrivée, voilà, les choses mises en place, Lloyd Pierce au coaching, Kevin Werther aussi avec Trae Young, le trade de Clint Capella qui était une très bonne chose en provenance de Houston. Ce mercato estival, et donc on en a vite fait parler, mais tu as raison, la relation à 5 avec Clint Capella, c'est une bonne chose. Avec Et John Collins aussi. avec John Collins qui est un joueur cap. en devenir, même si ils réfléchissent, est-ce que c'est le bon gars, pas le bon gars, c'est un débat qu'on peut avoir, qui est très bon cette Je année. pense que c'est le bon gars, moi. Ils ont bien drafté avec le DeAndre Hunter, qui est un formidable joueur, Cam Reddish, qui a un très bon potentiel aussi, Kevin Werther, on en a parlé, donc, et aussi un peu d'expérience avec Gallinari, avec Bogdanovic. Malgré tout, les blessures ne te permettent pas d'installer un fond de jeu. Encore faut-il qu'il y ait un fond de jeu.
dans cette équipe-là. J'ai pas l'impression que Lloyd Pierce a réussi, tu vois, d'une année à l'autre, à installer quelque chose. L'année dernière, c'est une équipe qui courait énormément. Cette année, c'est une équipe qui court beaucoup moins. En attaque, ça reste une très bonne équipe. Ils ont des 5 qui peuvent défendre, mais malgré tout, c'est pas une bonne équipe défensive. Donc voilà, c'est quand on parle d'identité, c'est là aussi que Lloyd Pierce avait son mot à dire. On va voir le 5 normal que doivent avoir les Hawks de base. On va le voir. Donc vous voyez ce 5. Et quand ils jouent avec ce 5-là, Tom, ce 5 majeur, ils ont le 2e meilleur rating défensif de la Ligue. Et ça, on peut imaginer que Capella et DeAndre Hunter sont forcément les principaux artisans parce que, et honnêtement, c'est ce qu'on veut aussi dans l'évolution de cette équipe-là, c'est de voir ce 5-là, donc qui sont censés être le starter à tous les matchs, être la deuxième meilleure défense potentiellement NBA. Le problème, c'est qu'en ce moment, les Hawks, ils jouent avec ce 5 majeurs-là, si on peut enchaîner en régie. Et là, pour le coup, Tony Snell, c'est un vétéran, on aime bien, mais c'est quand même, on descend en gamme par rapport à DeAndre Hunter. Kevin Huerter est un super attaquant, c'est pas non plus un grand défenseur. Et Jason Collins et Capella à l'intérieur. John Collins, pardon, et Clint Capella à l'intérieur, du coup, deviennent un petit peu orphelins de mecs qui peuvent défendre fort à l'extérieur. Dur de mettre en place une défense de toute manière en NBA, c'est encore plus dur quand il y a des blessures. Non, Là, honnêtement, voilà, c'est difficile pour eux, mais je répète, défensivement, offensivement, des choses doivent être mises en place, et malheureusement, Lloyd Pierce n'a pas réussi. On a changé de coach, on a parlé des blessures, tout ça, c'est des choses, c'est des excuses valables autour de Triangle. Maintenant, il y a plus donc le coach a été changé, on a compris qu'il y avait des blessures. Maintenant, j'aimerais que la lumière aille dans ce débat sur Triangle, parce que j'ai envie de te poser la question, Arthur, toi, comme ça, c'est un joueur que tu suis depuis la fac, est-ce que c'est un joueur que tu imagines un jour être un vrai leader d'une équipe solide de la Conférence Est qui va en play-off 3, 4, 5 ans d'affilée? Ouais, complètement. Complètement. Je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est que sa 3e saison. Alors bien évidemment sur les 2 premières il n'était pas aussi armé pour jouer quelque chose collectivement, on s'attardait surtout à sa production statistique. Là c'est vrai que forcément on est un petit peu déçu parce qu'il y a une meilleure team autour de lui, etc. Mais il faut quand même ne pas oublier que c'est que sa 3e saison. Et puis voilà, moi je pense que quand tu as 22 ans, que tu as fait 150 matchs NBA, voilà, on ne peut pas non plus attendre tout de suite de toi que tu emmènes ton équipe en play-off, que tu le fasses passer des tours. Je veux bien entendre l'argument du fait que ça soit la conférence Est, qu'il y ait eu des blessés, etc. Mais il n'empêche que la NBA aujourd'hui est tellement concurrentielle, on s'habitue trop à des Lucas, et puis je pense qu'il est aussi victime de cette comparaison qui sera toute sa carrière avec Lucas parce qu'il y a eu cet échange, ils sont postes, ils sont draftés la même année, etc. Lucas fait des choses dans une autre conférence que voilà. Personne n'a fait dans l'histoire. Ouais. Donc il faut essayer aussi de peut-être tempérer les choses. Pareil, il marque 3-4 points de moins que la saison passée. C'est normal, il y a quand même des meilleurs joueurs autour de lui. Il est toujours aussi fort à la création. J'ai presque envie de dire que c'est presque bon signe. Et ouais, ça veut dire qu'il veut impliquer les autres. Bien sûr. Et regarde, tu vois, sa production à la passe, c'est la même chose. Voilà, il descend un petit peu au niveau des points parce qu'il essaye de faire jouer tout le monde. Et puis forcément, il a moins de tickets shoot. Mais voilà, la chose la principale qui va devoir travailler, ça reste quand même sa régularité et sa constance. Parce que quand tu regardes ses matchs, il y a un match, il va te mettre 37 points en prenant 25 tirs. Le match d'après, il va te mettre 12 points en prenant 7 tirs. Tu vois, tu as du mal à avoir cette cohérence au très haut niveau et le fait d'enchaîner en étant régulier sur les lancers francs qui tirent, sur le nombre de 3 points à marquer, etc. Il y a un match, je crois, c'est contre Indiana, il prend 0 tir à 3 points. C'est pas possible. Donc c'est sur ce genre de choses-là qu'il va falloir qu'il progresse. Mais je suis persuadé que dans les prochaines années, il a tout à fait le profil et on ne fera pas croire que ce gars-là n'a pas le talent pour emmener son équipe en play-off et potentiellement passer des tours. Alors, Thomas, le problème, c'est pas le talent. Honnêtement, le talent de Triangle, il n'est pas du tout à remettre en question. C'est un vrai talentueux. Le problème, Tom, c'est que j'ai l'impression qu'il se contente presque trop de ça. Et devenir un leader et apprendre à gagner dans une équipe pour aller en play-off, le talent, des fois, ne suffit pas. Oui, mais comme le dit très bien Arthur, il faut tempérer les performances. Ça fait trop longtemps qu'on suit la NBA pour nous aussi nous emballer quand il y a un gars qui est super bon de sa 2e année. En fait, les mecs qui vont en play-off dès la 2e année, je pense à Donovan Mitchell par exemple, qui a été exceptionnel dès sa saison rookie. En fait, ça, c'est des trucs hors normes, hors du temps. C'est normal en fait de se casser les dents. C'est normal de devoir attendre que tu trouves ton bon coach. C'est normal de devoir attendre que autour on t'entend bien, surtout quand tu repars, tu te fonds de la piscine et que tu repars. Tu peux pas faire tout ça en une saison, surtout qu'on est à la moitié de la saison. C'est pas impossible qu'il fasse un play-in. C'est pas impossible qu'il finisse 7e de la conférence Est. Donc le discours sera complètement différent. Moi, je pense que il doit gagner en régularité. C'est vrai, ces 2 premières années nous ont bluffé dans sa production statistique, dans l'impact qu'il est capable d'avoir parfois en fin de match, tu vois, sur des highlights, tu te dis putain, mais attends, ça c'est du très très haut niveau. La 2e marche est d'être un meilleur leader,
d'avoir un meilleur impact sur les résultats collectifs. Et puis la troisième étape, c'est voilà, passer un tour de playoff par exemple. Donc voilà, lui, il est juste dans la phase 2 de l'apprentissage NBA. Ça reste un meneur de jeu de 22 ans. Donc un meneur de jeu de 22 ans, il fait des erreurs, c'est normal. Que 22 ans, c'est le deuxième plus jeune joueur de l'effectif des Hawks. C'est fou. Donc c'est incroyable. Et on lui demande d'être effectivement le patron avec des mecs, avec des jeunes, mais aussi quelques vétérans, Gallinari, Rondo et John Collins qui est installé aussi depuis longtemps. Donc la tâche, elle est compliquée. Je voudrais quand même mettre en lumière certaines choses pour moi sur lesquelles il doit progresser. Moi, quand je vois jouer Trae Young, je vois un mec qui s'amuse sur un terrain, ce qui quelque part est une bonne chose. Mais quelque part dans cet amusement, et en ça on peut le comparer à Steph Curry, qui pour moi est un joueur potentiellement plus fort, plus athlétique aussi. Je trouve que, et Steph Curry on lui a reproché ça, de dire d'être trop dans le kiff, la fameuse passe dans le dos en finale, mais il est entouré différemment et ça lui a permis de gagner des titres et d'avoir un système de jeu où il a trouvé un coach aussi, où il a pu être MVP. Le fait de Trae Young d'être que dans le kiff par moment, alors c'est cool, hein, il adore mettre des galettes, aller chercher Collins et Capella sur des alley-oops, mettre des mecs dans les corners. Je pense que jouer autour de Trae Young, c'est se régaler. Mais maintenant, l'étape d'après, c'est aussi être capable, un peu dans la difficulté, dans le dur, d'avoir cette posture de leader. Et aujourd'hui, je ne la retrouve pas. Alors, il a que 22 ans, ça fait 3 ans, mais c'est vers ça qu'il doit tendre. C'est vers ça qu'il doit tendre. Il a toujours été la superstar de son équipe à Atlanta, Oklahoma State. Voilà. Et puis, il y a un truc aussi, tu vois. C'était une superstar. Par contre, attends, juste par rapport à ce que tu dis, moi, je pense pas que ce soit forcément dans le jeu qu'on se pose des questions, même si la posture, tu as raison. C'est plutôt, est-ce qu'il n'a pas la grosse tête, mais quand je dis la melonite aiguë, parce qu'il est ce mec qu'on met en avant en superstar. On lui donne une wildcard pour aller à la March Madness. Il va à Atlanta dès la deuxième saison, il est dans le 5 du All-Star Game. Mais tout est vraiment facile. Regarde. Est-ce que ça lui fait du bien? Il fait virer son coach, quoi. C'est fou, quand même. T'as pas l'air d'accord, mais juste, et je vais te lancer là-dessus, l'année dernière, il est All-Star. Voté par le public. Donc très populaire. Cette année, on a vu ses stats quand même, 27 quasiment et 10 quasiment. Bon. Et cette année, il n'est pas voté par le public, il n'est pas choisi par les coachs. Par les joueurs, il est par les coachs, ouais. Non, alors il y a forcément, les coachs, ils ont vu aussi l'effectif et ils ont vu que quand tu es 11e avec cet effectif-là, ils ont quand même été déçus. Et je pense qu'ils ont pris en compte ça. Et il ne faut pas oublier, les gars, il ne faut pas oublier, il y a Zach LaVine qui fait une saison de ouf à l'Est. Tu as James Harden. Il ne faut pas oublier la concurrence. Tu vois, tu as le duo qui flambe à Boston. Donc après, je te rejoins, il a un petit peu peut-être la grosse tête. Mais tu vois, c'est particulier parce qu'en fait, tu vois, sur le terrain, des fois, il est un peu arrogant. Il va charrier un petit peu. Et bizarrement, en interview post-game, le gars, il est lucide à chaque fois sur ses déclarations et c'est incroyable. Donc honnêtement, je sais pas. Je sais pas sur quel pied danser. Je sais pas sur quel pied danser. Par contre, il y a un gros axe sur lequel il peut bosser, c'est la défense. Parce que autant Stephen Curry, c'est pas un superbe défenseur, mais il fait les minima. Lui, là, il mis après. On le compare à Steph Curry et tu as raison. Steph Curry s'est mis défensivement, mais parce que c'est un athlète déjà supérieur quand même à Trae Young. Il fait 10 cm de plus déjà. 10 cm de plus et il est un peu plus, et même on le voit mettre des dunks à l'échauffement. Trae Young, je suis pas sûr qu'il puisse franchir ce cap physique. C'est toi le prof de sport qui me le passe. Et du coup, non, le préparateur physique. Mais du coup, moi je le compare à Steve Nash, qui quelque part Steve Nash n'a jamais réussi à franchir le cap défensif, à faire même les minima. Même avec une équipe où il était favori en début de saison pour gagner le titre, mais il n'a jamais réussi à franchir le cap pour aller en finale NBA. Et moi, je le compare un peu à Steve Nash. Je pense qu'il a d'autres qualités que Steve Nash n'a pas. Les qualités de vitesse, tu vois, sur les qualités de vitesse, il me fait plus penser à un Tony Parker qu'un Steve Nash, je trouve. Sur la vitesse d'exécution sur la vitesse, je trouve qu'il me fait plus penser à un... Après, défensivement... Moi, je parlais de l'évolution d'un meneur de jeu sous-dimensionné que Nash n'a jamais réussi à faire, Parker a réussi à le faire. Et pour l'instant, Trae Young, justement, comment il va faire là-dessus? Il est même pas dans les interceptions. Tu regardes ses moyens d'interception, il est très très bas. Il y est même pas, donc c'est de la volonté. Il est qu'en réaction. Alors déjà que tu es sous-dimensionné physiquement, je le regarde défendre, déjà il se planque souvent dans les corners, et quand les mecs remontent sur des Steiger ou autres écrans, sans off-ball, il est qu'en réaction. Il suit les mecs, tu vois. Il est malin. Moi, pour moi, je ne compare pas Steve Nash ni à Tony Parker, je le compare un peu à Tony Parker, un peu en playoff, mais plutôt à Isaiah Thomas, du coup, quand il était à Boston. C'est que même si tu es volontaire, à un moment donné, ton physique te limite trop. Et quand il jouera en playoff, parce qu'un jour il jouera en playoff, on en est tous sûrs, il va se faire cibler, mais comme les très bonnes équipes sont capables de le faire, c'est qu'à un moment donné, sur 5 joueurs, tu vas pas le mettre sur un pivot, donc tu vas le mettre sur un ailier, et en playoff, les ailiers sont capables de te poster. Et ça va décanter des choses. Donc, tu as raison, il va falloir qu'il s'y mette, mais je pense que c'est même pas... Tu vois, je parlais de phase, ça c'est la phase 3, la phase 4. Qu'il aille déjà en playoff un jour, qu'il se fasse cibler et qu'il réagisse un jour. Mais tu vois ce que je veux dire? Là où je vous rejoins sur la grosse tête, c'est que je pense qu'il a vécu beaucoup avec la hype de la fac, la hype d'arriver à Atlanta, de mettre des points rapidement dans une équipe qui gagnait pas de match, le vote du All-Star Game, tout ça. Et puis je te dis, je pense que c'est un petit
qui quelque part a dû se faire un peu bouger par les grands quand il était plus jeune dans les matchs. J'ai l'impression que des fois, il veut, un peu comme Kevin Durant, il veut jouer un rôle de bad boy, alors que c'est un mec cool. Tu vois, et t'as pas besoin de jouer ce rôle-là. Et je pense qu'il se rend pas forcément service. J'ai envie de faire une autre comparaison. On fait plein de comparaisons sur Triangle, mais c'est assez intéressant. À Devin Booker, pas dans le style de jeu, mais Devin Booker, depuis le début où il arrive en NBA, fort scoreur, il a mis les 70 pions chez les Celtics. Chaque fois, il est à plus de 25 points sur la saison. Mais il n'y a que cette année, avec Chris Paul à côté de lui, où il apprend à gagner, il apprendre à gagner pour aller en play-off. Et quelque part, dans la future construction aussi des Hawks, il va peut-être falloir lui mettre des vétérans autour pour l'aider à grandir plus vite. Ce que fait Chris Paul cette année avec Booker, ce qui était peut-être censé faire Rondo cette année. Ouais. J'ai pas l'impression que ça marche. Un peu dû être le rôle de Rondo. On avait Est-ce qu'il a ça en lui, Rondo? Bah, moi, je pense qu'il. Je sais pas. C'est un bon branleur en saison régulière. Ouais, un peu. Oui, t'as raison, mais quand lui, il accepte, alors pour aussi du cash, hein, mais le projet Hawks, il sait où il met les pieds, il sait qu'il y a Trae Young. Et quand les Hawks vont le chercher, c'est sûrement parce qu'il était très bon en playoff l'année dernière, mais parce que c'est un vrai meneur de jeu avec lequel Trae Young pourrait jouer peut-être dans les fins de match. Mais après, là, les blessures, les méformes, c'est difficile, moi, pour moi. J'ai toujours du mal à te dire, bah, Chris Paul, il joue, il va être All-Star. Donc oui, il a facile d'avoir de l'impact vu comme il est fort. Rajon Rondo, il n'est pas du niveau de Chris Paul et il joue même pas. Donc difficile d'avoir de l'impact. Donc tu as raison et c'est pour ça que dans le process des Hawks, ils sont pas encore arrivés au bout. On va peut-être se rendre compte rapidement qu'en fait avoir signé Gallinari si cher, est-ce que c'est vraiment un bon choix? On verra. En fait, John Collins crée un vrai problème. Parce que quand Gallinari arrive, on se dit que John Collins, peut-être, on parle de transfert. Et en fait, moi, la saison que fait John Collins, je la trouve très sérieuse. Parce qu'il est bon au large, il stretch le jeu très fort. Il est fort sur le pick and roll aussi, donc il amène pas mal de profondeur. Moi, je trouve que ce que fait John Collins, qui est très rassurant pour la suite, et les deux peuvent jouer ensemble. J'ai l'impression. Donc, et c'est là, Gallinette, effectivement, ils ont mis du pognon, mais ça, on verra par la suite. Ça marche pour Bogdanovic. Bogdanovic qui est de retour de blessure. Dans l'idée, Bogdanovic, c'est un des compléments parfaits des bons meneurs de jeu, parce que très bon second créateur dans une attaque, même s'il sort du banc et tout. Il revient de blessure. Ça, c'est des choix que nous, on a tous trouvé très bons à la signature. Maintenant, il faut que dans les faits, il y ait un résultat. Et quand je dis résultat, c'est que tu sois en play-off. Au moins dans un play-in qui te donne une chance d'aller en play-off. Bon, s'ils ne le sont pas, là, c'est une brave cata. Hein. Arthur, il n'y a plus de coach aujourd'hui. Il y a Nat McMillan donc, qui a pris l'intérim. C'est un vrai coach, mais ils n'ont pas dit que c'est lui qui allait s'installer, en tout cas pas pour l'instant. On sait que dans la construction d'une carrière des grands joueurs, trouver son coach, c'est aussi important. À part LeBron, qui lui n'a pas besoin de coach pour faire une carrière fantastique. Non, mais c'est vrai. Mais Michael Jordan, par exemple, qui était très proche de Doug Collins, on lui a mis Phil Jackson dans les pattes. Et sa carrière a changé. Toujours le même Phil Jackson avec Kobe et Shaq. Pareil. Il les a fait gagner. Et on peut même ils n'ont peut-être pas gagné, mais quand on voit l'arrivée de Mike Malone à Denver avec Jokic et Jamal Murray, ça leur a fait aussi franchir un cap. Aujourd'hui, c'est très important pour les Hawks et pour Trae Young de bien choisir le coach qui se trouve aussi un coach qui va pouvoir l'amener, lui dire, tu vois, là, faut pas faire, on va aller là plutôt. Qui est un vrai mentor, on a parlé des vétérans, mais un coach, c'est très important. Un coach, c'est hyper important, comme tu le dis, ça peut être un game changer pour pas mal de carrières. Moi, j'ai le sentiment que Nate McMillan, quand on voit ce qu'il a fait à Portland ou ce qu'il a fait à Indiana, il s'est fait cut un peu rapidement. Avec Oladipo. C'était en fin de cycle un petit peu bizarre. Je dis pas que ça va être lui, mais potentiellement, ça peut être un coach qui va avoir suffisamment de charisme pour que Trae Young et la jeune escouade des Hawks écoutent son discours. Après, je ne sais pas qui est-ce qu'il y a de disponible actuellement sur le marché, mais en tout cas, je pense que, en tout cas, en intérim, on ne peut pas rêver mieux que Nate McMillan pour le moment. Franchement, je vois pas. Tu restes compétitif, en tout tout cas, avec un mec qui connaît. Bien sûr. T'as un ancien joueur qui est référencé en tant que joueur et référencé en tant que coach. Non, franchement, pour moi, c'est parfait. Voilà. Après, le coach, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, s'il faut que ça soit que le coach qui te dise défendre, etc., non, c'est à toi de le faire par toi-même. De plusieurs choses. Et c'est vrai que le coach, et je parlais des coachs qui ont changé le visage des joueurs et des franchises. Il y a Steve Kerr, évidemment, qui prend la suite de Mark Jackson. Alors, ils n'étaient pas au même niveau. Qui faisait du bon taf. Ils étaient déjà en play-off, il y avait déjà des mecs mis en place. Steve Kerr les a sublimés. Ils étaient vraiment en avance dans le projet, mais il les a sublimés par des idées. Donc c'est ça la question, est-ce que tu vas chercher, c'est vraiment, peut-être là dans leur histoire aux Hawks, c'est un moment très important, est-ce que tu vas chercher un mec de charisme, un mec qui a des idées, les deux de préférence, mais voilà, il faut que Trae Young respecte son coach, et ça c'est important. C'est très important dans la suite de se construire, ou alors t'es LeBron James. Trae Young n'est pas LeBron James. Mais Trae Young est un grand talentueux, mais on imagine que ce n'est pas LeBron James, faut pas avoir fait maths sup pour comprendre ça. Messieurs, j'ai l'impression qu'on a fait le tour un petit peu sur ces Hawks. Honnêtement, c'est une équipe qu'on attendait
très fort en début de saison. Et on n'en avait pas beaucoup parlé depuis le début du First Day Show. Et c'était intéressant de revenir un petit peu sur cette construction. On aime bien voir ces équipes jeunes, comment elles se construisent. On a, à l'Est, à l'Ouest, c'était un petit peu les Suns. Pendant des années, on attendait chaque fois ces Je pense un peu constructions. les Wolves. Ouais, ces constructions. Et pareil, tu vois, les Suns, on parle de l'arrivée de Monty Williams, Ouais. qui a aussi changé un peu le game Tout aussi. à fait. Qui a changé aussi un peu le Tout à game. fait. Donc là, les Hawks, messieurs, il va falloir aussi trouver un coach qui fit parfaitement, même si rien n'est perdu pour les Hawks dans la course au playoff. On a fait le tour. On est bon. On va aller sur un focus qui me tient particulièrement à cœur. Marcher ou pas marcher en NBA, on n'est pas content et on n'est surtout pas d'accord. Le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Dimanche soir, Giannis Antetokounmpo a mis un énorme tomard pour la victoire face aux Clippers. Et sur cette action, dans mon canapé, comme je l'ai dit dans l'édito, j'ai crié « Mais il a marché !» Rémi Reverchon, en direct aussi sur Bein, a dit « Oui, il a marché !» Et d'un coup, c'est créé un espèce de débat. Steph Brun était horrifié de voir qu'on ne siffle pas marcher sur Giannis Antetokounmpo. Messieurs, déjà, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette action-là? Marcher, pas marcher? Moi, j'étais outré, je ne vais pas vous mentir. Sur la prise d'appui, j'ai fait waouh. En fait, le mec va faire un double pas comme s'il avait dunké finalement pour faire un 3 pas. Donc on va essayer de revenir dans quelques minutes sur quelques marchés de trucs. On va le refaire dans quelques secondes. Mais moi, en tout cas, ma première réaction, c'est il y a un énorme marché. Point. Après, on peut discuter. Moi, j'avoue que je l'ai pas tout de suite vu et j'ai dû voir le replay pour m'apercevoir que effectivement, bah voilà, il y a un gros marché. Mais ouais, moi, en direct comme ça, je l'ai pas vu. Hein. Alors, officiellement, si on suit la règle, parce qu'on sait qu'il y a des gens très proches du règlement et qui aiment bien lire les lignes, officiellement, avec les règles NBA, il n'y a pas marché. Hein. C'est important de le dire. Nous, on dit marcher sur notre feeling, sur notre vécu de basketteur, mais officiellement NBA, quand on lit la ligne, avec le fameux pas zéro, le gather, il n'y a pas marché. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas marché dans les règles que moi, ça me casse pas les couilles de voir des gonzes attraper un ballon, faire 3 pas sans avoir le moindre réflexe de mettre le ballon par terre. Ça veut dire que vraiment le jeu est en train de changer, de se transformer et pas de la bonne manière. Je suis pas sûr, je suis pas complètement d'accord avec toi. Cette action-là, elle se passe au milieu du 3e quart-temps. Je pense pas que tu fasses. Oui, d'accord, excuse-moi. Oui. Ouais, je pense pas. Si c'est un moment. Si c'est un autre moment, et tu vois, il y a des années, je pense pas que tu vois, ça aurait pu arriver aussi. Je pense pas que ça soit une évolution dans le mauvais sens. Enfin, je pense que ça a toujours existé en NBA, quoi. Bon, en tout cas, Alors, ça a toujours existé. Jordan, sur beaucoup de départs, tu regardes tout ça, il y a souvent Iverson. marché. Kobe, Iverson, ça marche. le marché départ, ça n'a rien à Le voir. fameux marché au départ. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur cette règle du marché, mais la règle de base, la règle de James Naismith. Voilà, la règle. Nous, on a tous fait des centres de formation, on s'est tous entraînés tous les jours à faire des gammes. La règle du marché, c'est une règle archaïque qui, par moment, va à l'encontre du spectacle NBA. Là-dessus, on est d'accord, notamment sur les départs directs. On sait que des fois, les arbitres, le match est chaud, et on va te siffler un tout petit marché, tu dis « Oh !» Donc, il y a la règle et il y a des fois l'esprit. Certains arbitres l'ont, certains arbitres ne l'ont pas. La NBA, À notre niveau, ça n'a jamais existé l'esprit. Voilà. Hein. Non, l'esprit, c'est... Voilà. Départ direct, c'est toujours marché. Voilà, Alors, mais même, des fois, tu attrapais la balle, tu mettais le ballon par terre, on sifflait marcher. Ça casse le spectacle, ça casse le rythme, des fois, de bons matchs de basket. La NBA, très tôt, ils ont décidé, pour le spectacle, de laisser une flou. ouais, pas du flou, mais d'être... Zone grise. Oui, non, mais attends, je l'ai noté. Hein, je l'ai noté. Qu'est-ce qu'il y a noté, qu'est-ce qu'il y a noté? Ouh là là, attention. Non, qu'on soit un peu plus souple autour de la règle. Et ça, je trouve que c'est important qu'on soit plus souple autour de cette règle du marché, qui est une règle très archaïque. Et la NBA l'a plutôt bien fait. En Europe, on y arrive petit à petit. Ouais, en FIBA, on le sent. En FIBA, qu'il y a une on le sent évolution. un petit Ouais. peu. Donc, mais là, je trouve qu'en NBA, on tombe dans de la caricature. Et quand je vois Giannis Antetokounmpo faire 3 pas, sans même qu'il ait le réflexe de dire « il faut peut-être que je pose la balle par terre hein. », je me dis qu'on est en train on va vers des eaux troubles. Oui, mais pour moi, il y a 3 types de marchés. Avant de parler de la vidéo, pour moi, j'ai envie de délimiter 3 types de marchés. Il y a le marché, quand tu es en 1 contre 1 avec un mec, le marché départ. Donc, celui qu'on nous a toujours sifflé, là, tu es droitier, tu pars à droite. Ils sont très durs, en fait, à Départ placer direct. sur la... Départ direct. C'est pour ça, comme je disais, faire un départ croisé, comme ça, il y a moins de risques. Donc, il y a ce marché-là, en fait, qui est très souple en NBA. Jojo, Kobe, tu les vois partir comme ça, tu fais, oh, ok, d'accord. Après, il y a le marché... comme celui de Giannis, le marché en mouvement. C'est-à-dire que tu prends la balle, qu'est-ce que tu as le droit de faire? Donc là, le pas zéro, là, il est plus difficile à lire. Et après, il y a le 3e marché, pour moi, qui est le marché après dribble. Donc le marché de James Harden, par exemple, sur les Eurostep, les pas décalés et tout ça, où là,
il y a une vraie évolution. Et d'ailleurs, il y a une super vidéo sur le pôle Île-de-France qui explique ce que c'est le pas zéro. C'est un truc, nous, qu'on n'a jamais travaillé quand on était jeunes, très honnêtement. Pas de notre génération. Pas de Bah, notre génération. c'est arrivé il y a très peu. il y a Ouais, peu. allez, il y a moins de 10 ans, on va dire, pour rester très large, où en fait, tu as le droit de faire droite-gauche, mais vraiment où, sur l'attrapé de balle, d'ailleurs, il y a même ça aussi, tu vois, qui est très sifflé marché en NBA, mais qui ne l'est pas forcément. Donc voilà, ça, c'est la troisième phase de marché. Je vais essayer d'aller faire une petite vidéo des quelques marchés qui nous régalent ces dernières années. Allons-y, mon Polo, s'il te plaît, en double fenêtre. Alors, il y a évidemment le marché à 1 contre 0 de Yanis, moi qui me dérange pas trop. Tu vois, il n'y a pas de souci. Le marché, Paul George, là, il fait clairement 4 pas. Tu peux me mettre en double fenêtre, s'il te plaît, Polo, pour qu'on le voit mieux à l'antenne. Merci. Le marché donc de Paul George, comme ça, il y a un énorme marché. Non, mais Mais moi, ça me dérange pas. Non, mais 4 passes, moi 4 pas, 3 pas à 1 contre 0, ça va. 4 pas, ça commence à me gêner. Il y a le marché double step back. Heureusement, James Harden l'a arrêté. Mais là, pour moi, ça, c'est des énormes marchés qui n'ont pas de sens. De faire un double step back, il y a celui-ci qui reste. Non, c'est trop ça. Celui qui reste dans les annales du basket. Non, mais gros. Alors, LeBron, il sait juste avant son énorme tir avec la planche, tu sais, à 45, Ouais. la passe de Kevin Love. Il rate son lay-up, d'ailleurs il se prend la tête et tout, mais je ne comprends pas comment on peut pas marcher. Et tu vois, ça c'est pour moi c'est le marché le plus important, ça. C'est sur un dribble. Bah, tu changes Qu'est-ce des- que tu as le droit de faire Tu changes Mais- les règles. Mais attendez, les gars, Et il y en moi, a un dernier, donc j'ai remis dernier parce que moi pour moi ça reste un énorme marché. Hein, faut pas déconner. je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là, au-delà de marché, pas marché, c'est parce que là, c'est les superstars qui le font. Ouais, mais c'est- Demain, Ouais, demain, c'est Connaughton qui met ce tomard, qui met le tomard à la fin, il lui siffle 100 fois marché. LeBron James, c'est parce que c'est LeBron James et que c'est la fin du match et qu'il n'y a aucun arbitre qui a envie d'être l'arbitre qui a mis un marché Tu as à raison, LeBron mais en James. quoi c'est louable, Non, non, c'est de la merde. d'accord, mais je te donne juste une explication. Ouais, ouais. Il faut pas penser, je pense pas que c'est systématique. Là, c'est parce que c'est Paul George. Il y a pas de Tu vois, marché. c'est parce que c'est des superstars. Tu prends un joueur random, même pas un joueur random, un bon joueur, je pense qu'il siffle le marché. Là, c'est des superstars de Est-ce la que ligue. vous n'avez pas peur à être beaucoup trop, je parlais de souplesse, et c'était important que cette règle archaïque du marché devienne beaucoup plus souple. La NBA a été les premiers à le faire, en Europe on y arrive. Est-ce que vous n'avez pas peur non plus que ça transforme complètement le jeu? Moi honnêtement, quand je vois Yanis attraper la balle, on est tous basketteurs, on Moi, me il fait prend 3 faire pas. 4 pas, je fais, mais même toi en tant que basketteur, comment tu peux avoir le réflexe de faire ça? Ils n'ont rien à foutre. Hein. Ils jouent- Ouais, je pense qu'il en a. Je pense même pas en fait. Il sait que ça Vous êtes- passe. vous êtes célèbre. Vous me célèbre derrière. Personne fait ça alors, en fait. Si, il y a que Paul George. que Paul George, Samir Amoudi qui était très, très impliqué dans ce débat, qui lui disait oui, les règles, très bien. Moi, je l'ai entendu, il m'a appelé une demi-heure pour me crier dans les oreilles. Donc très bien. Lui dit qu'il n'a pas marché du tout. Lui dit qu'il n'a pas marché du tout, mais est-ce que finalement, en laissant cette liberté-là, on va pas dénaturer le sport? Moi, je suis pour l'évolution, pour que le jeu aille de l'avant, mais je ne suis pas pour qu'on dénature le sport. Et là, j'ai l'impression, quand je vois Yanis faire 3 pas comme ça, on dénature le sport. Mais tu sais que plus je le vois le truc là, plus je comprends pas comment on peut dire qu'il n'a pas marché. Vraiment, sans faire le vieux con et tout, tu vois, tu le dis dans ton édito, t'as raison. En fait, il fait attraper. C'est pas comme si son premier pas, il était sur la fin de son pied gauche. Il fait vraiment attraper pied gauche, pied droit, pied gauche. Non, mais il fait son corps normalement. En fait, s'il pose un dribble, il peut pas faire pied gauche, pied droit, pied gauche. Il est obligé de finir à 2 pieds. Ça lui donne un temps de retard. Donc la défense peut-être. En fait, ça. Et quand tu parles de dénaturer le jeu, tu as raison. Là, il fait 3 Parce pas. que quand tu il fait défends- 3 pas dans parce une, que quand- sur une défense placée, c'est Parce ouf. que défendre aussi, les gars, vous le savez, défendre aussi, c'est aussi savoir la règle du marché, de dire je vais l'orienter là, Bah je vais oui. défendre fort là-dessus. Oh, il a arrêté son dribble, il va faire 2 pas, donc faut que je le tienne 2 pas. Mais si tu en rajoutes un troisième, bah, attends, ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Ah ouais. Justement, Nico Batum a été sur le terrain à ce moment-là. Je l'ai appelé justement pour lui parler de ça. Je lui fais mais il a marché, Nico. Il me fait ça me choque plus. Voilà. Ah ouais, ça me choque plus. Il s'est habitué. Ça me choque pas. Ça me choque. C'est habitué, ça veut pas dire c'est que- tacite en NBA, c'est une star. Moi, franchement, ça me choque pas. Alors, on peut ne pas être d'accord sur le débat de fond et tout, mais en vrai, demain, il y a le même match. C'est jamais ici marché. Ok. Jamais. Et Samir disait un truc, c'est vrai que dans les médias américains, personne n'en a parlé. C'est typiquement européen, voire Twitter France, j'ai envie de dire. Et moi j'ai une autre chose. Tu vois, lorsque tu parlais du troisième type de marché, le marché genre type en contre-attaque, est-ce que toi ça te dérange vraiment Non. le spectacle Ah, que zéro, de voir, aucun de problème. voir un Donovan Non, non. Mitchell taper un moulin Non. en tapant 4 Non, pas? mais c'est Moi, je pour m'en ça, fous. c'est pour Rien ça, à- je m'en c'est fous, pour moi. ça qu'on est sur la règle et l'esprit. Ouais. Moi, un mec en 1 contre 1, ça change rien. Il fait très bien. Moi, ce qui me gêne, c'est les fins de match et c'est quand tu as des mecs qui sont en bugne à bugne avec toi. On reproche beaucoup, de plus en plus, qu'il y ait trop de points NBA, qu'on défend plus. Si déjà que les mecs en saison régulière défendent moyen, et si en plus on laisse des gants se faire 4 pas, mais en fait, je te dis, dans quoi va ressembler le basket dans 10 piges? Alors oui, je l'assume, ça fait vieux con, Oui, ça un fait peu, rien, mais bon, mais c'est il faut le jeu. quelque part des mecs pour protéger un peu le temps. T'as envie d'être au bord du basket mondial comme ça, et ben, Non, tu dis pas du- non, pas du j'en ai marre de Pas du le tout. pas zéro qui Je n'a suis- pas de Je sens. suis très bien derrière mon burlingue avec vous, messieurs. Comment Voilà, on a- il s'est pas marché sur LeBron là, à Voilà, Washington? c'est abusé. Frère, un truc C'est de ouf. abusé. Mais moi, je te dis, c'est le fait qu'il soit star parce que des fois, Team USA,
ils font des marchés de ouf et tu as tous les Espagnols Ah qui sont ouais. marché. La T'as tous moulinette. les Espagnols qui sont comme ça. Et c'est parce Et que les c'est Kobe. T'es arbitre, il y a Kobe. les C'est l'arbitre les une fois dans ta vie. Les arbitres FIBA, ils adorent se faire timiousser sur le marché. Ah ouais. Non, mais des fois, ils le font pas. Des Ouais, fois, ils le parfois, font il pas. le laisse, parfois, il le laisse. On a fait le tour sur ce focus sur le marché, pas marché. Alors on répète, hein, on rappelle bien, la règle NBA dit qu'il n'y a pas marché sur Yanis. Notre esprit à nous, en tout cas à First Team, avec Thomas, on a plus envie de se dire qu'il y a marché. Arthur, lui, est plus... Mais on l'entend, écoute, si Voilà. vous dites qu'il n'y a pas marché, il n'y a Voilà. pas de On voulait en souci. débattre. Dites-nous dans les commentaires Ah vous, ce oui, que oui. vous pensez, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, de laisser libre cours à ce genre de 8 pas, de triple saut. C'est le moment du quiz et j'ai un titre à défendre. Le quiz! It's Lillard. He got the shot off. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz et dit animateur beau gosse. Eh, gros, Ouais, quoi. c'est ton meilleur... C'est vrai? C'est ta meilleure prise en main Écoute, du c'est quiz. écrit. Bravo. C'est Bravo. écrit. T'as bien Rien fait à d'écrire, dire. Ah ben voilà. Ça fait 3 mois que je te dis qu'il faut écrire tes intros. Ouais, après une blague. D'ailleurs, j'ai un enchaînement. Qui était le meilleur dunker de vous trois à votre prime? Voilà, c'était ma suite. Après, Arthur, c'est un mauvais dunker tout rincé. Alors, Et qui Erwan- était le meilleur dunker j'ai de Erwan, vous trois? du coup, parce qu'il a mis un dunk arrière une fois. voilà. Ah, t'es fois raté, Arthur? Non, mais ils savent, ça sert à rien de parler. Non, t'as un dunker Toi, tapé, t'es le meilleur frère. dunker, toi? Toi, t'es meilleur dunker que moi? Mais ton bien prime gros, je t'ai jamais vu dunker à l'arrière et tout. Ah, bah, le gars, vas-y. Quoi? Sérieux, gars? Arthur. Non, Arthur, t'as un dunker non, de bras. s'il c'est pas vous plaît. un dunker de- Vous êtes de- sérieux, là? De jump, ouais. Non, Bon, t'as un bon, dunker, t'as un vas-y. dunker. dunker. On mettra des vidéos. Ouais, c'est Ouais, bon. mais non, frère. C'est bon. Bon, moi, alors toi, t'es un peu deux pieds. Moi, je suis à un pied, gros. Non, moi, je suis un pied, plus gars. haut que toi. Je mettais des alley-oops. Je mettais. T'es un ouf, toi. Ce qu'il avait Tu fait mettais des à riders. Versailles, là Tu mettais- Non, c'était où? C'était Ouais, à- il met en Ah, train il y a la photo, là. c'est encore Tu vois sa la photo photo Facebook. Voilà. ça. Des chaises et tout. Bah, mais j'avoue je que ce rigole, soir-là, quoi. il était. Je sais pas si Non, c'était mais c'est vrai que ce soir, c'était Mais chaud. même quand j'étais en espoir, en N1, vous m'avez connu, j'étais déjà rincé, vous, hein, vous êtes fous, quoi. J'étais un meilleur dunker que vous deux. Vas-y, fais le coup, c'est bon. Ouais, très Du bien. coup, c'est Arthur. Hein. Ça tombe bien, on va parler de très bons dunkers parce que on fait une petite énumération Arrête. des vainqueurs du concours de dunk. Oui, je vais gagner. Ok. Énumération. Ouais, petite énumération et c'est Arthur qui commence vu que c'est le moins bon dunker des trois. Tu peux y aller. Michael Jordan. Ouais, bien sûr. Sûr de ça. 2 fois, 88-87. Vas-y, Erwan. Zach Lavine. Zach Lavine, 2 fois. Kobe Bryant. 2016. Oui, Kobe. Spud Webb. Dominic Wilkins. Bien sûr, 85. Un road miner. Ah, bâtard. Bien. Donovan Mitchell. Très bien, 2018. Larry Nance. Oui, c'est le tout premier à le gagner. Eh Vince oui. Carter. Vince Carter, bien sûr. Jason Richardson. Ouais, oui. Ouais, 2 fois avec les Warriors. Ouh, je commence à bégayer en plus. Isaiah Ryder. Bien sûr. Dwight Howard. Dwight Howard, bien sûr, 2008. C'est C'est chaud, hein? Blake Griffin. Blake Vilain, Griffin, vilain, oui. Tu me le voles comme ça, vilain. Desmond Mason. Ouais. Très bien. Nate Robinson. Nate Ouais, Robinson, évidemment. bien sûr. Ben McLemore. Ben Il McLemore. était dans un truc à 3 avec John Wall et tout là. Non, c'est. Ben c'est McLemore, John Ben Wall et- McLemore, Ben McLemore, c'est la première bavure. Yes. C'est la première bavure, il n'y est pas. Il n'y est pas du tout. Si, je crois, je suis presque sûr qu'il gagne. Moi, j'aime Ben McLemore. pas tout seul. Hein. Peut-être le truc à Après, 3 là. tu sais qu'il y a- L'année à 3 avec Paul Il y a- George. il y a une là. année- il y a une année cata. C'est ça, je crois. Hein. Bah, éliminé, tant pis. Écoute, je l'ai pas sur les années là. Je C'est m'en pas voudrais. celle où il y a Shaq qui lui fait la couronne comme ça et tout là, vous vous rappelez pas cette Oh, année-là c'est bon, j'en ai un. Si, mais je sais pas s'il gagne. Hein. Vas-y. C'est le droit à une autre chance alors ou pas? Et vas-y, Allez, vas-y. vas-y. Jones de Indiana. Ouais. 2004. Dantney. Non, Don't- Fred Fred Jones, Jones. Fred Jones. Il est là. Fred Jones. Il est là. C'est border, hein. Fred. Il est là. À moi Ouais. Kenny Walker. Kenny Walker, bien sûr 89. Jeremy Evans. Le Jeremy Utah Evans. Jazz. John Wall. Bah, tu vois, mais les Waouh, attends. John Wall, c'est 2014. C'est dans le Tout trois, seul, voilà, Tout tout seul, seul. George et tout. Ouais, Non, mais c'est John Wall qui est noté comme vainqueur. À moi, donc. Ouais, mais là, je me suis fait avoir. Après, on en a dit beaucoup. Hein. Ah, vous en avez dit beaucoup. Il en reste les 2 derniers d'ailleurs, vous ne les avez pas dit. Les 2 plus récents. Ouais, mais tu vois, c'est Il- toujours pareil. Il en reste évidemment plus que 2, mais les 2 derniers, vous les avez pas dit. derniers. Moi, faut que j'aille sur. Les 2 derniers. Après, il en reste à l'ancienne. hein. Les 2. Gros, j'ai Attends. aucun souvenir. Il reste un vrai dunker des années 2000. Cédric Ceballos. Cédric Ceballos, bien sûr. Un vrai dunker des années. Ah, c'est bon, j'en ai un autre. Allez, c'est bon, Erwan. C'est à qui là? C'est à moi. C'est à Thomas. Putain, l'année dernière, qui a gagné là Thomas Dufan. Putain, vous êtes chaud, hein. Oh là là Cunha, sérieux. Putain, je sais pas. Buzzer, là. Oh. Je veux dire. Allez, je veux trois. dire. Je veux dire. Ah, aïe, 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 Ah. aïe, aïe. Gérald Green, je sais que c'est faux. Gérald Green, bien sûr, 2007. Parlez Bah lui oui, de Gérald- dunker des années 2000 quand même. Albat. Ouais. Avec les Bah oui, Celtics. 2004, il gagne aussi, je J'ai crois. aucun À souvenir. Minnesota. Mais si. Mais je prends. Ouais, Allez, cinq. là, c'est mort, j'ai pas. Allez, je suis en place, au hasard. Eh, regarde-moi.
Dee Brown. Ouais, bien vu. J. Brown, bien sûr. Guy Brown, 91. 91. Bravo, 91. Bon, je vais aller à l'ancienne, je sais pas si c'est possible, mais du serving. Non, Non, Ouais, non, je non. tente. il a gagné Non, la non. NBA. Avec les billets, ouais. Non, non, non. Bon, Erwan, est-ce que t'en as un dernier? Laisse-moi réfléchir. L'ancienne. Sean Kemp l'a jamais gagné. Non. Non. Vas-y, il restait qui du coup? Erwan a C'était gagné. qui Alors, 2019, Amidou Diallo. Ah, Ah ouais. Ouais. 2017, Glenn Robinson. Ouais. Euh, Ouais. 2013, Terence Ross. Ah oui. Jeremy Evans, on l'a dit? oui. Ouais. On l'a dit. Josh Smith, on l'a dit. Je Et crois. 2013, Josh Smith, on l'a pas dit. On l'a pas dit. Putain, avec le moulin, la photo était lourde. Qui on n'a pas dit? Brent Barry. Ah oui, Brent Barry avec la Attends, veste Ouais, du lancer franc. Et- Et Kata. 2020, qu'est-ce qui gagne 2020? Pardon? 2020, Il n'y a qu'est-ce pas qui eu gagne le... 2020, si, c'était Derrick Jones Jr. J'ai cru que Ouais, vous l'aviez dit. ouais, Non, on l'a ouais, pas dit. ouais. Voilà, et sinon vous aviez tout le monde, vous avez été très chaud, bravo. Ok, bon. Ah ouais, dans Bravo, les années Erwan. 80, on a dit tout le monde dans les années 80-90. Ouais, je suis allé un peu vite, mais on va dire Ouais, que ok, oui. Ok, allez. On vérifiera après. On enchaîne avec le G déjà. Tu as déjà joué, Arthur? Ouais. Très bien. Et j'ai déjà remporté le concours à 3 points. Hmm. J'ai déjà été champion NBA d'ailleurs. Hmm. J'ai déjà été All-Star évidemment. Ah. J'ai déjà été MVP du All-Star Game. Hein? MVP du All-Star Game? Glenn Rice. C'est faux. Il est Et j'ai visé. déjà été meilleur joueur d'une Coupe du Monde. Kyrie Irving. Kyrie Irving, bien sûr. Ah, je J'ai l'avais, déjà été Rookie of the C'est Year. pas mal, Glenn Rice. Ouais, c'était pas mal, mais c'était pas ça. Dommage. Un partout. Allez, on se termine avec le qui suis-je. On va voir si Erwan est Je plus tiens, chaud. j'ai déjà, j'ai jamais perdu. Hein. C'est vrai, J'ai déjà, c'est vrai que j'ai t'es très jamais chaud. perdu, mais Et- ça, Non, Erwan, si, Quoi non, Jamais. j'ai déjà. Si, oui, parce que sur un qui suis, il y a 2 ou 3 semaines, j'avais eu le J'ai déjà et t'as vu le qui Ah ouais suis. Personne ne s'en souvient. Tu l'as Voilà, d'accord. tu l'as J'ai souvent vu, très c'est tôt. un- Mon frère, Invaincu. de Washington, il est Invaincu. insupportable, mon frère. C'est très le bout là, mon Thomas gars. Young, on m'appelle. Allez. Par contre, J'espère- je tiens à dire, quand il y a tuture et qu'on fait pas les facs, ça me. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis un c'est bon, peu tranquille. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est Tranquille. vrai, j'y penserai. T'excuses pas, on s'en bat les couilles. Allez, j'en fais vite fait. Quelle fac J'ai personne. Oh Dommage, mais- t'as pas dit Michael Jordan, on aurait bien rigolé. T'as pas Blake Griffin. Allez, Oklahoma. Allez, vas-y. Allez. Ouais. Je suis né le 2 juin 1976 à Cleveland. J'ai donc 44 ans et je ne joue donc plus en NBA. J'ai fait mon cursus universitaire complet du côté des Eagles d'Eastern Michigan. Petite fac. Putain. Lors de ma dernière saison, j'ai inscrit plus de 25 points et 5 passes. C'est ouf. Sûr de mes forces, je me présente à la draft 98. Mais à ma grande déception, je ne suis pas sélectionné. Mais je n'abandonne pas pour autant. Je commence ma carrière NBA avec des petits contrats. Lors de la saison 98-99, les Nets sont les premiers à me faire jouer en NBA, mais seulement 5 matchs. J'enchaîne avec Cleveland, où je jouerai 17 matchs. 22 matchs, c'est le total de matchs que j'aurais donc joué cette saison-là. Ça fait beaucoup de matchs. La saison suivante, je ne jouerai qu'un match de plus avec Cleveland, qui me fera encore confiance pour 25 rencontres. Mais en quelle année là, excuse-moi? Ma vraie saison 2000. NBA débute en 2001-2002 D'accord. avec les Clippers. Je jouerai 68 matchs cette saison-là. Clippers. Un peu plus de 11 minutes de match, un peu plus de 11 minutes par match, putain, pour 4 points et 2 passes. L'année suivante, ce sont les Warriors qui me proposent un contrat en tant que remplaçant. Je joue presque 20 minutes par match pour 8,8 points et 3 passes. En 2003-2004, je joue ma première saison complète de ma carrière. J'ai 27 ans et je viens de signer aux Nuggets pour plusieurs saisons. Je suis leur 6e homme. Earl Bookins. Earl Bookins. Earl Bookins, ça part très vite. L'international, Ouais, oh, c'est quoi? J'ai une seconde. J'ai une seconde de réflexion. Bravo. Alors, ok. Non, c'est Non, fini. tu au me serres revoir. la main. Putain, Earl Bookins, Bien, oui. Ah ouais, je l'avais. c'est un super quiz. J'étais tellement stressé. Franchement, il était bon. Il y avait beaucoup Il était bon. de mots match, Au mais c'était au bien. début, j'étais à Speedy Claxton. Non mais, Et puis après, non mais c'est une gage Putain, entre les non, deux, moi, je mais savais pas. Spurs. Ça, je savais pas. Putain. Bah ouais, Oh, il putain, explose avec les Nuggets. et j'ai après, une seconde de doute. Ah ouais. Et putain, bravo. Bravo, Quel félicitations, Thomas, Merci, tu récupères ton ça fait titre. plaisir. Eh, je trouve que Cette tension. cette tension sur les quiz, c'est fait rend cette émission exceptionnelle. Pression sexuelle, on peut le dire d'ailleurs. Un peu. Heureusement qu'Arthur est là au milieu. Hein. Putain, Oui, ouais, et franchement, heureusement qu'il garde son t-shirt. j'ai gagné qu'une fois. J'ai gagné Ah, mais qu'une toi, fois. non. C'est En mal. frère, Désolé, Faut que tu viennes un peu avec le- désolé. ouais. Désolé, désolé. À quoi ça sert de se lever à 7h du matin, faire des pompes, être affûté pour perdre au quiz? Timer, Timer. Arthur, je suis désolé, je referai des facs la T'inquiète, prochaine tranquille, fois. y'a pas de soucis. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau First des Shows. Si vous voulez acheter ces suites lourds, I wanna be like Mets-le dans le Dennis in sens. Vegas. Tiens, mets-le vite, ça
mets-le. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mets-le, s'il te plaît. Non, laisse-le. Avec- Oh là Et là. nous, on se retrouve mercredi aussi sur la Tout à fait. chaîne Twitch de la FIBA. Sur la nôtre aussi, pour Sur la l'avant-match. nôtre aussi, on fera l'avant-match. Donc, pour un gros match entre Strasbourg qui reçoit l'AEK Athènes, là, il faudra absolument prendre à domicile. Voilà, il y a plein de baskets. Maintenant, on parle NBA, on parle aussi basket européen. Merci à Tom, merci à Polo et Jérémy en régie. Merci à Chris Roche qui est là, qui nous filme. Moi, ça m'amène. Et puis voilà, on vous embrasse. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le First Day Show et c'est tout le temps un plaisir de vous le proposer tous les jeudis. Bisous la famille, on vous aime. Tutur, t'es le meilleur, tu reviens. Merci à vous, les gars. Ciao l'équipe. Earl Bookins, putain, Earl Bookins. Mais là, on singe ou pas?